Un pacte avait été conclu entre l'ours et les villageois. Un accord si ancien que son origine se perdait, qu'il semblait avoir été passé pour l'éternité, sédimenté à jamais dans la roche de la grotte. La paix régnerait entre l'ours et les habitants du hameau, aussi longtemps que la bête n'approcherait pas les enfants. Les hommes s'engageaient à ne chasser aucun ours, tant que celui-ci se tiendrait à bonne distance. Nous sommes entrés une par une. Après plusieurs heures d'attente, debout dans le couloir, nous avions besoin de nous asseoir. La pièce était grande avec des murs blancs. Au centre, une longue table en bois déjà dressée pour nous. Ils nous ont fait signe de nous y installer. Je me suis assise et j'ai croisé les mains sur mon ventre. Devant moi, une assiette en porcelaine blanche. J'avais faim. Les autres femmes avaient pris place sans bruit. Nous étions 10. Certaines se tenaient droites, l'air compassé, les cheveux tirés en chignon. D'autres regardaient à la ronde. La jeune fille en face de moi mordillait ses peaux mortes et les déchiquetait entre ses incisives. Ses joues tendres étaient marquées de coupes roses. Elle avait faim. Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes. Le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets. La petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés. Elle s'est battue comme un fauve. On a retrouvé des traces de lutte, des morceaux de peau sous ses ongles mous. Dans l'ambulance qui l'a transportée à l'hôpital, elle était agitée, secouée de convulsions. Les yeux exorbités, elle semblait chercher de l'air. Sa gorge s'était remplie de sang. Ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue. Le visage de sa mère devait être beau, puisqu'elle était belle. Puisque toujours elle était choisie pour ça, sa beauté. Sa mère devait être grande, les pommettes hautes, le front large et les yeux noirs, avec cette lueur bleue comme une étoile plantée au milieu. Comme elle. Elle sentait le mil grillé, le sucre amer de la sueur et le lait. Elle sentait ce qu'elle donnait. Si elle sait que sa mère sentait cela, c'est parce que cette odeur est revenue plusieurs fois et lui coupait le souffle. Il était terrible de ne pouvoir la retenir, d'en recevoir le choc sans en goûter la douceur. Il était terrible et il était bon aussi de recevoir cette fulgurance, quelques secondes qu'elle devait simplement accueillir comme un mystère sans chagrin. Des 11 enfants que sa mère avait mis au monde, 4 étaient morts, 2 avaient été enlevés. Nous levâmes nos flûtes et les fîmes tinter. « À votre succès !» À notre succès. Elle avala une lampée de champagne et plissa les yeux. « C'est comment votre petit nom? Henri? Hector ?» Le serveur remit la bouteille dans le seau à glace et saisit l'occasion de me lancer une œillade. « Hugues !» Elle réprima un rire. « Hugues, ce n'est pas un peu vieux jeu ?» Emmerich Grost remet sur sa chaise qui émettait d'agaçants grincements. « Monsieur Grost, je vous souhaite de dire la vérité. Lâcha Sarah comme on abat un homme devant un témoin pour le faire parler. On a affaire ici à ce qui ressemble de plus en plus à un homicide maquillé. Autant vous prévenir que si vous êtes mêlé à ça, et qu'il s'avère que vous avez menti, vous pourrez dire adieu à vos belles années de jeunesse. Je vous dis ce que j'ai fait. Je vous promets, j'invente rien. Comment a réagi votre directeur quand il a su que vous aviez appelé la police? Il a dit que j'avais bien fait, même si pour lui, ça ne servait pas à grand-chose puisqu'il s'agissait finalement d'une crise cardiaque. Est-ce qu'on vous a menacé pour que vous me mentiez? Quoi? Mais je vous jure que je vous mens pas! Arrêtez de dire ça! Le jeune surveillant s'était éloigné de la table dans une attitude révoltée, ses cheveux tombant dans son regard froncé.
Je suis pas débile non plus. Je vois bien que vous essayez de me faire dire un truc, mais j'ai rien fait de mal. Ok, Emmerich, vous avez raison. Excusez-moi, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Temporisa Sarah, satisfaite d'avoir conduit le suspect au degré de nervosité où elle voulait l'emmener. La sonnerie du téléphone résonna. J'ouvris un œil, assailli par la sensation qu'une foreuse me transperçait les tympans. Je m'assis dans le lit. J'étais chez moi, seule. Le jour était levé et je n'avais pas coupé mon portable. J'avais une gueule de bois phénoménale. Mon cœur tambourinait dans mes tempes et des relents de cognac agressaient mes narines. Je ne connaissais que trop bien ces lendemains de veille. Le lingot de plomb dans la tête, la ligne d'horizon indécise, la nausée lancinante et la conviction profonde que la mort imminente sera une délivrance. Effectivement, le marchand de loukoum était très gentil. Le petit ogre serait bien resté plus longtemps chez lui, en Turquie, mais son envie de voyage le reprit. Alors, un soir, il embrassa ses amis, il remit ses bottes de 7 lieues et commença à chantonner. Rio, Rio de Janeiro. En 3 pas, il arriva à Rio. Les rues étaient pleines de gens déguisés et pleines de musique qui les faisait danser. Le petit ogre ne comprenait pas les mots qu'on lui disait, mais la musique, il la comprenait. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinages, menues dévotions. Tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que, chacune d'elles, lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut, par ce moyen, toutes les perfections imaginables. L'abstinence sexuelle avait-elle jamais été un problème? Valérie n'avait plus de relation de ce type depuis 5 ans, depuis le départ de Richard qui avait mis à mal cette partie du serment. 1 an plus tôt, elle lui avait fait cadeau d'une statuette représentant la justice aveugle en jartelle et barésilles, statuette qu'il avait dû poser sur le bureau de son cabinet d'avocat. C'est lui qui avait attiré Val à Melancholy Cove. Il avait refusé des offres de grosses études pour réaliser son rêve, devenir avocat à la campagne et avoir pour quotidien la tâche de plaider les différences sur la paternité des Vera et les conflits au sujet du montant des retraites. Il voulait être un Atticus Finch, un Pudhead Wilson, un personnage qu'auraient pu interpréter Henry Fonda ou James Stewart, des juristes que l'on rémunère en nature, en livres de pain frais et en panier d'avocats du jardin. Et à ça, au moins, il y avait eu droit. Méfiez-vous de moi. Seule et déçue, je suis une femme dont la vie sentimentale n'est pas très orthodoxe de toute évidence. Qui sait ce qui pourrait me passer par la tête à la prochaine lune? Vous avez quand même lu Stephen King. Juste là, je suis devant la tombe de mon mari, assis sur un banc de cimetière vert-bouteille, lustré par des générations de fesses, en train de me monter la tête contre sa dalle funéraire. C'est une petite pierre brute et sobre gravée seulement de son nom, Oriane Wallin, en caractère austère. Je me souviens d'une époque où c'était chouette. Ici, on était normal dans le quartier. Aujourd'hui, il y a plus que des gouines et des pédés. Faut pas s'étonner que les affaires soient si mauvaises. Les gouines, moi, je peux pas les saquer. Mais alors, pas les saquer! Les seuls clients qui viennent encore ici le soir, c'est les poulets en civil. Comment ça se fait qu'ils foutent pas les flics en civil au cul des bonnes femmes comme ça? On se croirait dans un commissariat ici, bon sang. On dirait le foyer des retraités et de la police. Merde alors!